Microscope en version italienne. Bonsoir, salam alaikum, Azoul Filawen, c'est samedi, c'est la rétro-info de la semaine. Et alors, à l'ordre du jour, il y aura Lem Al-Shaml, la main tendue de Tebboune, où on en est avec la main tendue de Tebboune. Aussi, on parlera de ces fuitages organisés au sein de l'armée. Et bien sûr, sans oublier la question des droits de l'homme en Algérie et des détenus d'opinion. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, bonsoir, Azoul. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à d'autres invités. Merci aux téléspectateurs. Merci. Avec nous aussi Hassan Hirash, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Hirash, marhaba bik, Azoul, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir Karim, merci de m'avoir invité en même temps que Karim Tabou, qui est un de nos éclaireurs politiques dans ce pays qui est dans le chaos aujourd'hui. Merci vraiment, ça me fait plaisir d'être avec lui ce soir. Merci à vous tous, Hassan Hirash qui aime beaucoup Atmaglet aussi. Issa Rahboun, avocat, défenseur des droits de l'homme, qui nous rejoindra après. Oui. Karim Tabou, oui. Karim Tabou, alors, Lem Al-Shaml, la main tendue de Tebboune, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire de Lem Al-Shaml, Karim Tabou? C'est un flou, enfin en matière de communication, mais aussi en matière d'explication, de concept lui-même. Merci d'abord. Pardonne-moi de saluer chaleureusement notre ami Hassan pour d'abord ce qu'il fait, puis également son niveau d'analyse et sa compétence, notamment en matière d'analyse économique, mais également psychologique. Bien sûr que cette loi, d'abord, vous constatez bien qu'il y a un flou terrible autour de cette histoire-là. C'est un projet de loi tantôt, c'est une dépêche de l'agence de presse officielle, c'est l'éditorial de la revue Le Jish. Il y a tellement de flou sur cette affaire. C'est une déclaration de Shengareha aussi. Oui, il y a tellement de flou que ça paraît plus une manœuvre politique qu'une proposition au sens propre du terme. Parce que, logiquement, si c'était une proposition, elle est élaborée dans un lieu connu, elle est exprimée par la voie officielle et elle est soumise à qui de droit? C'est-à-dire soumise soit au Parlement, soit aux partis politiques, soit à la société, soit par voie référendaire. Et en tout cas, une proposition politique telle que nous avons connu par le passé des propositions politiques, il y a un contenu, il y a une annonce, et il y a des conditions, et il y a un débat. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plus une manœuvre marquée par un flou terrible. Et ce sont beaucoup plus des professions de foi, des annonces par-ci, par-là. Vous voyez, je ne sais pas, est-ce qu'il vous arrive de suivre les chaînes algériennes? Vous avez la chaîne Nahar qui annonce quelque chose et le soir même, tu as une autre chaîne qui annonce tout le contraire. Vous avez l'éditorial de la revue Le Jish devenu le journal politique du pouvoir, le canal politique du pouvoir, et les autres suivent. Malheureusement, on a l'habitude de lire quelques analyses, quelques articles, quelques regards différents qu'on pouvait lire dans le journal Liberté. Liberté n'est plus. Dans le journal Ouatan semble changer de direction. Et voilà, donc dans la confusion, nous ne pouvons pas parler d'une proposition politique, c'est plus une manœuvre. Et d'ailleurs, c'est fuité, c'est balancé sur la scène
et chaque groupe essaie d'interpréter en donnant l'impression qu'il y a un débat, mais c'est toujours la technique du pouvoir. Karim Tabou, le dernier communiqué justement du gouvernement, ce jeudi d'ailleurs dernier, le communiqué précise que l'avant-projet de loi de réunification, ils appellent ça comme ça, l'Mchem, qui a été présenté par le ministre de la Justice Tabi, tient compte justement de l'expérience nationale lors des différentes étapes de la réconciliation nationale en Algérie, sur la base des mesures de clémence et de concorde civile, jusqu'à la charte de paix et de la réconciliation nationale. C'est ce que stipule justement ce communiqué. Eh bien, je viens de voir à l'instant même sur une chaîne locale, une chaîne algérienne, qui dit que c'est un projet de loi destiné à trouver les mécanismes juridiques pour élargir aux anciens détenus des années 90. Donc, toujours le flou. C'est toujours le flou. Mais c'est un art chez le pouvoir que d'entretenir les flous et de laisser tout le monde interpréter à sa manière pour donner l'impression qu'il y a un débat et qu'à la fin, celui qui manœuvre et qui mène le jeu reste la police politique. Il a des objectifs et il a donc des choses à réaliser. Sur un autre plan, mais ça reste un avis personnel, puisque vous liez ça à la loi dite de paix et de réconciliation nationale et de Wiham el-Madani, et même plus de Rahma au temps de Zerouane. D'abord, le pouvoir tombe dans sa propre contradiction. Souvenons-nous qu'un des slogans phares les plus, j'allais dire, centrales de l'élection de Zerouane fut le parachèvement de l'édifice institutionnel. Souvenons-nous que Bouteflika avait dit désormais, après des années de terrorisme résiduel, on a déclaré la fin du terrorisme, la fin de la crise, et c'est la réconciliation. On n'en parle plus. Il y a même une loi qui interdit toute référence au problème qu'on a vécu. C'est censé être relevé du passé. Mais voilà, encore une fois, on nous remet sur le tapis une question, d'ailleurs marquée non seulement par le flou, mais qui montre bien que la manœuvre est toujours en cours. Et d'ailleurs, cette loi, entre guillemets, puisque c'est un projet de loi qui a été proposé par le ministère de la Justice, c'est presque un remake de la loi de la paix et de la réconciliation nationale, pas dans son contenu, mais dans ses objectifs. Je m'explique. Si la loi Bouteflika portant la paix et la réconciliation nationale a été une loi qui a consacré l'impunité à tous les responsables de crimes contre l'humanité qui ont eu lieu dans ce pays pendant une décennie qu'on appelle la décennie noire, aujourd'hui, il y a très clairement une volonté d'aller vers une loi qui va consacrer l'impunité à toutes les personnes ayant commis des crimes économiques pendant les 20 années de Bouteflika, et que l'arrangement interne au pouvoir serait de trouver les mécanismes internes sous habillage politique avec une loi. Donc, ils vont légaliser tout simplement la consécration de l'impunité. Il va y avoir des arrangements internes au pouvoir. Et bien voilà, ils profitent d'un contexte international pour essayer de dire aux gens qu'on est dans un contexte difficile, donc il faut bien qu'on trouve les moyens de renforcer le front intérieur. Mais le fond de la question est à deux niveaux. Le premier niveau, ce sera un autre épisode dans la contre-révolution, contre le Hirak, contre l'idée du changement, contre l'idée de la démocratie, contre l'idée de la mise en place d'un état de droit, contre l'idée de demander des comptes à ceux qui ont... On va y revenir, Karim Tabou, justement à cette question de contre-révolution dans pas longtemps. Restez avec nous. Hassan Hiraj, ce projet de texte justement qui propose, selon le communiqué du gouvernement, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, un renouvellement des valeurs de tolérance et une préférence pour l'approche du dialogue national
afin de permettre l'incarnation de l'initiative visant à ouvrir de nouveaux horizons vers la réconciliation nationale, a stipulé justement le communiqué du gouvernement. Vous savez, les Algériens ont malheureusement l'habitude de slogans creux, de discours emphatiques, de langue de bois, de promesses non tenues, etc. Donc, il y a en fait une espèce de décalage entre ce qui est dit, entre les agissements du pouvoir et puis les espérances du peuple algérien. Les Algériens aujourd'hui veulent du concret. Ils constatent quoi? Ils constatent que la main tendue est une main de fer. Elle n'est même pas dans un gant de velours. Elle est directement une main d'acier. Pourquoi? Parce que toutes les promesses de libération des détenus d'opinion, des détenus politiques, etc., finalement sont restées lettres mortes. Aucun geste concret n'est venu apaiser les relations tendues entre la société et le pouvoir multiforme, c'est-à-dire le pouvoir civil incarné par le président à Tebboune et puis le pouvoir militaire incarné par Chingriham. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on peut parler de textes comme on veut, depuis la Charte nationale et même avant, etc. On parle de textes, on parle de réconciliation. Aujourd'hui, on ne voit pas la concrétisation, parce que la concrétisation, c'est quoi? C'est libérer la parole publique, libérer les partis politiques qui puissent avoir leur place, leur mot à dire, pouvoir activer dans ce pays-là, libérer véritablement la presse. Mais vous parlez de quel parti politique, Hassan Herj? Parce que nous avons vu tous ensemble des partis politiques qui ont été reçus justement par Tebboune et qui plaident et qui prennent ce genre d'initiative. Non, mais à chaque fois justement qu'ils font semblant d'offrir quelque chose, ils invitent Djel Jadid et le FFS. Donc pour faire bonne figure après, et le MSP là, avec Abdelrazak Makri. Donc Sofiane Djilali et Youssef Aouchiche et comment il s'appelle donc Sofiane Djilali. Et à chaque fois ces trois-là, on les présente comme étant ça y est, vous voyez. L'opposition est invitée, on sort maintenant de... Monsieur Al-Habious a été reçu par Tebboune et pourtant il était là, dans le Hirak, dans les réunions avec les opposants plusieurs fois. Oui, je dis encore une fois, oui, on fait comme ça des gestes relativement symboliques, mais qui ne vont pas loin et qui vont, c'est toujours avec les mêmes. C'est le même scénario, comme dirait Eric Berne, le grand psychanalyste et psychiatre américain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est les mêmes causes, donc forcément, on reproduit les mêmes effets. Donc à partir du moment où c'est les mêmes méthodes, on reproduit exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'en réalité, les Algériens aujourd'hui assistent à quoi? Ça a été très bien décrit par Karim Tabou tout à l'heure. Il est très difficile de rajouter quoi que ce soit à ces analyses pertinentes. Ce que voient les Algériens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune porte de sortie. C'est qu'ils ne peuvent pas parler comme ils veulent, ils ne peuvent pas écrire comme ils veulent, ils ne peuvent pas s'organiser comme ils veulent, ils ne peuvent pas faire des conférences comme ils veulent, des meetings comme ils veulent, des manifestations comme ils veulent. Ils ne peuvent même pas accéder à Alger quand il y a des opérations du pouvoir, comme le défilé ou comme d'autres opérations de communication pour le pouvoir. Ce que attendent les Algériens, c'est une véritable réconciliation entre le pouvoir et la société. Non pas entre le pouvoir et quelques franges, par exemple quelques islamistes ou quelques éventuellement opposants un peu laxistes, etc. C'est pas ça. Donc, la véritable réconciliation, si on veut vraiment aller dans ce sens-là, c'est que les officiers de l'armée qui sont décideurs et quelques personnalités civiles autour d'eux réfléchissent véritablement comment, dans la conjoncture actuelle mondiale, comment ouvrir peu à peu le paysage politique aux Algériens, comment faire en sorte que les Algériens participent à leur vie dans la cité, à leur vie dans leur propre pays, comment ils peuvent décider aussi bien au niveau de la base, au niveau de la commune, de la wilaya, au niveau des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale devienne représentative véritablement.
et qu'elle puisse avoir un pouvoir de décision, etc. Donc tout ça n'existe pas, donc tout le reste est factice. Tout le reste, c'est dans la communication, dans le verbal, justement, Hassan Hersh, parlons un peu de la communication. Pourquoi M. Tebboune, qui est censé être le monsieur qui est derrière l'Em Cheml ou la main tendue, n'a pas encore, ne s'est jamais prononcé sur cette question, sur cette initiative. On a vu Chengriha qui parle de l'Em Cheml, on a vu Saleh Goudjil, on a vu Bourali, on a vu tout le monde, beaucoup justement de partis, d'hommes politiques qui sont un peu dans la cour du régime, mais pas Tebboune. Pour la simple et bonne raison que malheureusement, l'Algérie, depuis 1962, a toujours ce flou au niveau du pouvoir. À part la période de dictature de Boukhara, où il y a eu effectivement un système égocrate, autocrate, un système de dictature paranoïaque, etc., et que celui qui décidait de tout le reste était secondaire. Le reste du temps, le pouvoir est relativement flou. Il est entre plusieurs groupes, je ne dirais pas des clans, parce que peut-être pas organisés mais des groupes mouvants, parfois avec des alliances dans un sens, et puis des alliances qui se défont et qui se refont, ainsi de suite. Et puis on voit très bien, par exemple, la chaise musicale entre les responsables des services secrets, la DGIC, la DGSE, etc. Tout ça, c'est bien, oui. Mais on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, ni les pourquoi, ni pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture totale entre les décideurs eux-mêmes et entre les décideurs et la société. Donc, Tebboune est censé être le chef des armées. Oui. C'est à lui, normalement, effectivement, de prendre la parole pour tout ce qui est décision, aussi bien militaire. Et surtout, Hassan Hersh, c'est lui qui a reçu justement toutes ces personnalités, tous ces chefs de partis politiques. Ils n'ont pas été reçus par Chengriha, mais par Tebboune lui-même. Mais aucun mot par rapport à cette initiative. Parce que tout simplement, tout se passe comme si il y a une espèce de, comment dire, de regard en chien de faïence entre les groupes. Donc, à qui va prendre telle initiative ou telle autre initiative, etc. Parce que, tout simplement, encore une fois, il n'y a pas un centre de décision stable dans notre pays. Il n'y a pas un homme ou un groupe d'hommes qui soit clairement identifié pour diriger ce pays et pour qu'on sache quelles sont les responsabilités, comment ils partagent justement les responsabilités et oui. À qui on peut s'adresser. C'est à qui les partis politiques, à qui les acteurs sociaux, syndicaux, etc., peuvent s'adresser pour donner des pistes d'amélioration, pour donner leur point de vue, pour sortir de l'impasse, pour ouvrir l'Algérie à autre chose que nous avons vécu avec Bouteflika, avec Zaroual, avec Chadli, avec Boukhara, avec Ben Bella, etc. Ouvrir véritablement pour une Algérie nouvelle, pour que ça soit réel et non pas uniquement au niveau du discours emphatique. Donc, oui, restez avec nous, Hassan Hersh. Nous allons écouter un peu justement M. Chengriha sur cette question et je reviens à Karim Tabou. وفي هذا السياق تحديدا تندرج مبادرات اليد الممدودة التي أعلن عنها مؤخرا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، لا سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة. وإنني ومن منطلق إيماني الراسخ بحيوية هذا المسعى الوطني المحمود أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزة لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة
من قيام أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة والمتوافقة مع تطلعات شبابنا المشروعة إلى غد أفضل. كريم طابو، لم الشمل، الإجماع الوطني، اليد الممدودة، اللحمة الوطنية، الجبهة الداخلية. J'ai l'impression qu'ils ne sont même pas d'accord sur le nom à donner à cette initiative. Je pense qu'il faut rester serein. C'est le même rédacteur de discours au temps de Bouteflika, puis au temps de Gaïd Salah et aujourd'hui au temps de Chengriha. Ce n'est ni Chengriha qui écrit les discours, ce n'est ni Tebboune. C'est un comité de rédaction qui est le même, qui est au niveau, qui donne le contenu à la revue Le Jish et qui rédige les communications du chef d'état-major. Mais moi, je ne veux pas qu'on aille dans ce sens dans le débat. À mon avis, il est très important de situer cette initiative dans le contexte politique du pays. Nous avons connu un Hirak qui a acté la rupture avec le pouvoir, qui a disqualifié le pouvoir, qui a brisé la devanture civile d'un pouvoir réellement militaire. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc le Hirak a brisé cette image, cette fausse image. Et pourtant, des décennies durant, le pouvoir a sophistiqué l'art de donner une apparence civile, une apparence démocratique, à coup d'élections, à coup de partis, à coup de rencontres, à coup d'opérations de maquillage politique. Mais le Hirak vient remettre le pays dans le vrai. Il y a d'un côté le peuple qui aspire à la démocratie, qui aspire au changement, qui veut se débarrasser de ce système responsable de tous les malheurs qui arrivent à ce pays. Et il y a de l'autre côté toutes les factions du pouvoir qui s'appuient sur la puissance de l'armée, qui s'impose contre le peuple algérien et qui a mené une contre-révolution, qui a stoppé le Hirak populaire et qui a organisé son Hirak le 5 juillet et que, en définitive, c'est toutes ces factions-là qui cherchent le moyen de s'entendre autour d'un pacte qu'ils appellent le Mchaml. Mais ça ne nous concerne pas. Je ne pense pas que les gens qui ont mis des innocents en prison, qui ont fait subir toutes ces violences au peuple, cherchent le Mchaml à le peuple. Il ne les concerne pas, le peuple ne les concerne pas parce qu'ils savent très bien que le peuple ne va pas leur servir ni de base dans les élections. Ils savent très bien qu'ils font ce qu'ils font. Le peuple algérien a pris sa décision. Définitivement, il est en situation de divorce avec ce pouvoir. Donc le pouvoir, il fait quoi? Il essaie de se créer une base sociale, il trouve l'appui essentiel dans l'armée et il veut lui donner un autre habillage. Il invite, comme l'a si bien expliqué M. Herash, il invite l'UFFS qui a normalisé ses relations avec la police politique. Le Djil Jadid, on est une création de la police politique. Et puis de l'autre côté, Mokri, vous savez très bien, quand on parle de Mokri, franchement, je trouve pas les mots. Mokri, en 99, oui. Il se présente à la télévision nationale. ودار اقسم بالله العظيم اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم من انتخبوا على من ساندوا مرشح السلطه. Et ben 3 jours après, le MSP déclare son soutien à Bouteflika. C'est sans scrupule aucun. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de s'interroger de quelle planète sont venus ces gens-là. Ils sont venus de la planète où se pratique autre chose que la politique. Il se pratique le clientélisme, l'allégeance, les intérêts, la rente, le trafic, tout ça se pratique dans leur planète. Mais la planète du peuple algérien qui a demandé le changement, qui est sorti dans la rue pour revendiquer l'état de droit, la démocratie, etc., il n'est pas concerné par ces projets de loi. Pour aller dans le détail, à mon avis, le pouvoir aujourd'hui
a tenu compte des problèmes en interne, de toutes les factions qui s'agitent à l'intérieur du pouvoir. Il veut trouver un cadre dans lequel toutes ces factions-là vont se retrouver, quitte à faire des amnisties à ceux qui se sont rendus responsables de crimes économiques, ce qu'on appelle l'Isaba, mais au fait, on a réduit l'Isaba à de simples scandales financiers, mais l'Isaba à la Saïd Siyasi, sur le plan politique, bien avant qu'elle soit une Isaba de petites opérations, de malversation, de passation de marché, etc. Nous connaissons très bien que la vraie Isaba, c'est celle qui a détourné la souveraineté populaire, c'est celle qui a confisqué l'indépendance, c'est celle qui a empêché le peuple algérien de bâtir un vrai État. Et finalement, le grand détournement, le grand mensonge, le grand coup de bluff serait d'élargir un peu la clientèle avec une image qu'on donne, une apparence qu'on donne, qu'il y a le FFS, qu'il y a le Djil Jadid et qu'il y a le Hamas et qu'il y a de nouveaux clients qui sont prêts à s'insérer. Il y a toutes les tendances, oui. De l'autre côté, créer les cadres dans lesquels les factions internes du pouvoir vont s'entendre sur un minimum, assurer la pérennité du système, probablement s'entendre sur un 6e mandat de Bouteflika, qui est le 2e mandat de Tebboune. Mais au fait, c'est ça la grosse opération. Et le tout est que le pouvoir fait tout pour couper de l'histoire de ce pays ce Hirak, ces 2 années de contestation J'allais vous poser la question, justement, Karim Tabou, par rapport à ça. Dans une déclaration récente, vous avez déclaré à un média algérien que tout ça, justement, rentre dans le cadre de la contre-révolution et le pouvoir fait tout pour essayer de sauter cette séquence, justement, de Hirak de l'histoire du peuple algérien. C'est-à-dire, jamais le peuple algérien a montré sa dénonciation, son indignation, sa colère, mais surtout sa volonté politique d'en finir avec le mensonge. Imaginez-vous, depuis 60 années, le pouvoir a, d'une certaine manière, réussi à traîner durant des décennies l'idée ou l'image qu'il a su vendre, notamment chez certains de nos partenaires à l'étranger, mais également chez une partie du peuple algérien, ce mirage, cette illusion d'un pouvoir civil, d'élections, de parlement, et puis tous les partis politiques, ils ont été victimes de ça. Peu de gens ont réussi à se sortir de ces pièges, de cette fausse représentation politique, de cette fausse représentation sociale, parce que dans l'absence de la démocratie... Il y a peut-être des complices aussi, Karim Tabou. De représentation. Et puis, parce que cette révolution-là a été une révolution du peuple, il n'a pas été porté ni par une personne, ni par un clan, ni par un parti, ni par une région. C'est une révolution, une vraie révolution qui a été menée par le peuple algérien. Et bien, le pouvoir, finalement, après avoir mené toutes les manœuvres possibles pour essayer de casser cela, il s'est rendu à l'évidence que les Algériens sont plus que déterminés à arracher leur vraie indépendance. Face à cela, le pouvoir a utilisé un autre moyen, c'est se montrer dans son vrai visage de pouvoir militaire et qui ne veut pas entendre parler ni du changement. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez le dispositif de loi qui ont été légiférés pendant le Hirak et après le Hirak, en parlant de l'article 87 bis et puis de toutes les dispositions qu'ils ont mises en place, c'est très clair que l'adversaire, l'ennemi, celui pour qui le pouvoir mobilise toute son armada médiatique, politique, etc., c'est le Hirak. Il ne veut pas que le Hirak, un jour, reprend et il fait tout pour essayer de réconcilier toutes ces factions, tous ces démembrements, toutes ces cliques et toutes ces clientèles dans un pacte qu'ils appellent le Mchem, mais qui est en réalité un pacte de tatbi' ma'a sulta.
Merci Karim Tabou. Restez avec nous, Hassan Hirash. Nous allons écouter Tebboune et je reviens vers vous. باب التوبة مفتوح. اللي كانوا مغلطينهم ما همش خصوم، رجع ليقينك، سلك بلادك، ما تكونش خبارجي نتاع فلانة ولا فلان ولا هذه ولا الدولة الفلانية ولا الفلانية ولا ما هذاك الشيء ما يديكش بعيد، ولو يعطوك كل الشيء اللي طامع فيهم من بعد ولادك ولادك كي يعيشوا. فيه ناس سبقوا خدعوا البلاد كي راهم ولادهم عايشين اليوم. خموا في ولادكم، خملوا في مصيركم، خموا في الله عز وجل. حب الوطن من الإيمان، اللي يدعي الإيمان لازم يحب وطنه. Et voilà, Hassan Hirash, on y même. Il dit que Abouab Tauba Mftouha, donc les portes de repentance sont ouvertes à tout le monde. Marhaba bikoum, revenez. Est-ce que c'est avec ce genre de discours, Hassan Hirash, justement, qu'on peut aller vers ce front fort et solide? Le problème, c'est qu'il est d'ordre, à mon avis, psychologique, hein, parce qu'ils sont en train tout simplement de faire un discours à eux-mêmes. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont usurpé le pouvoir, ils ont frappé le peuple, ils l'ont marginalisé, ils ne l'ont pas écouté. Le peuple a défilé pendant plus de 2 ans. Il a eu un certain nombre de mots d'ordre qui sont un véritable programme politique de changement de système, de changement de cap, de changement de voie, d'aller vers un système d'abord transparent, un système basé sur des élections libres, véritablement transparentes aussi. Et donc, là, il dit il faut pardonner, il faut la réconciliation. C'est entre qui et qui? Pardonner à qui? C'est-à-dire que le peuple leur pardonne à eux qui ont usurpé le pouvoir? Que le peuple du Hirak leur dise, écoutez, finalement, oui, on va se réconcilier. Nous, on voulait ça, mais finalement, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez pris de force finalement ce pouvoir que nous on réclamait, c'est-à-dire la souveraineté qui a été confisquée depuis 1962 et que nous avons réclamé pendant plus de 2 ans dans la rue en criant Istiqlal, 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 Dawla Madaniya Machi Askariya, etc. Est-ce que finalement, d'une façon inconsciente, est-ce que dans le subconscient de ceux qui prônent cette réconciliation avec, soi-disant, de gens égarés ou de gens qui ont été contre leur nation, etc., ou de gens qui trahissent leur pays, etc., est-ce que finalement, parce que c'est ça la psychologie comportementale, que quand on tient un discours de ce genre, est-ce que en réalité, il ne s'adresse pas pour l'essentiel à celui qui le tient, et à celui qui l'écrit, et à celui qui y croit? Moi, je me pose ce genre de questions-là. Parce que si on voulait véritablement une réconciliation, c'est très simple. Qu'est-ce que le peuple algérien a demandé? Il a demandé tout simplement un changement de système, c'est-à-dire revenir à une assemblée soit constituante, ou au moins à une assemblée honnêtement élue, avec véritablement possibilité aux partis politiques, aux acteurs sociaux, etc., aux syndicats, de se présenter librement ou de façon organique et d'avoir exactement les mêmes chances, c'est-à-dire avoir le même accès aux médias, avoir le même budget de l'État pour justement faire sa campagne, avoir la possibilité de faire des meetings, des conférences, de distribuer des tracts, de parler dans les journaux, de parler dans les télévisions nationales et dans les télévisions privées satellites du pouvoir, ainsi de suite. C'est-à-dire changement complet de paradigme.
Mais si c'est pour dire, voilà, vous êtes dans l'erreur, vous avez trahi, vous êtes Khbarji, je sais pas comment on appelle ça. Hassan Hirosh, peut-être quelqu'un pourrait nous dire, est-ce que c'est possible peut-être de parler de vision, de convergence? Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de concilier entre ces deux positions? Le peuple de son côté qui est déterminé justement à arracher son indépendance, comme disait Karim Tabou, et le pouvoir de son côté qui est têtu, qui veut vraiment aller de l'avant vers un deuxième mandat même, on parle ces derniers jours. Donc, avec des détenus comme ça en prison, avec la situation, avec ce statu quo, quoi. Moi, je pense que j'aurais pu répondre à la question si je connaissais le pouvoir qu'ont des officiers comme Ali Rdiri, comme Mohamed Khelfaoui, comme... Donc, je répondrai à votre question si je savais quel était le poids de ces officiers sincères qui veulent vraiment sortir de l'impasse, qui veulent écouter le peuple, qui veulent qu'il y ait un changement, même si c'est un changement à petits pas, mais un changement quand même avec des signaux véritables, concrets, avec une politique de rapprochement avec les vrais opposants. Tant qu'on ne parle pas avec des gens comme Karim Tabou ou comme Mohsen Belabès, pour moi, ce n'est pas possible. Tout le reste, c'est du leurre. Donc, moi, je ne peux pas répondre à votre question. Seuls des gens comme Mohamed Khelfaoui, comme Mouloud Hamrouch, etc., peuvent peut-être donner des éléments de réponse. Parce qu'eux, ils ont des amis à l'intérieur de l'institution militaire et à l'intérieur des autres institutions. Mais aujourd'hui, personnellement, si je devais donner une réponse, ce serait que spéculation. Ce serait que, voilà, des idées en l'air, mais sans véritable appui concret sur des données tangibles. Moi, je peux vous donner, par contre, je peux vous dire ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait effectivement des gestes concrets, qu'il y ait une véritable ouverture, que Abdelmajid Tebboune utilise le reste de son mandat pour une véritable ouverture, un véritable changement de système, qu'il l'annonce de façon transparente et qu'il demande l'aide de son peuple. Ça, je peux le dire, voilà, et je l'ai dit. Merci. Restez avec nous, Hassan Hirosh. Nous sommes rejoints par Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Issa Rahmoun, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Oui, bonsoir Hussein, bonsoir à tous les auditrices et auditeurs du Mararibia et merci pour l'invitation à Zulflaoui. Merci à vous, Maître Rahmoun. Lem Cheml, réconciliation nationale, l'Ijma' al-Watani, la main tendue, beaucoup de noms pour ne rien dire apparemment, d'après Hirosh et M. Tabou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'avocat, qui a défendu beaucoup de détenus d'opinion, justement? Est-ce qu'on peut parler vraiment de réconciliation aujourd'hui en Algérie, de Lem Cheml, de la main tendue? Non, on ne peut pas parler de ces concepts qui restent une philosophie ou une sémantique inventée par le régime en place. Ça sonne très beau, ça sonne très, très affectueux, voire très réconciliatrice avec le peuple algérien. Mais dans la démarche elle-même, et ce depuis pratiquement toutes les initiatives allant de la concorde civile, de Qanoun al-Rahma, en passant par le processus du régime de réconciliation nationale, jusqu'à cette idée, c'est pas une idée, jusqu'à cette je dirais, ce traquenard de l'Umm Cheml. Oui. Je pense que c'est encore une fois une tentative de manipulation. Oui. Issa Rahmoun. Allô? On a perdu Issa Rahmoun, je pense. Issa Rahmoun? Maître Rahmoun? Karim Tabou. Karim Tabou, j'allais poser la question à Issa Rahmoun, j'allais dire pourquoi ça marche à chaque fois. C'est vrai que le régime là ici, le Moussa Lahas, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens qui croient justement
à ces initiatives qui attendent même beaucoup de familles, beaucoup de collectifs qui nous appellent, qui demandent alors sur le Mcheml, alors jusqu'à quand les détenus des années 90, les détenus du Hirak? Non, il faut dire que dans la société algérienne, il y a beaucoup de couches vulnérables, autant politiquement que socialement. Je ne pense pas que ces initiatives aient réussi par le passé. D'ailleurs, s'ils avaient réussi par le passé, le pouvoir n'aura pas besoin de recourir aux mêmes procédés, aux mêmes opérations. Mais souvenons-nous, lorsque vous avez environ 20 000 disparus, et c'est clair que derrière ces 20 000 disparus, il y a des milliers de personnes, d'enfants, de femmes qui demandent à être reconnus en tant que tels. Lorsque vous voyez des détenus d'opinion aujourd'hui dans les prisons, bien sûr que leurs familles, leurs proches, leurs amis vont attendre une lueur d'espoir quelconque pour qu'elles soient libres, parce qu'ils n'ont rien commis de délit pour se retrouver en prison. Bien au contraire, ils n'ont fait que défendre leur pays. Donc aujourd'hui, bien sûr que le pouvoir essaie de jouer sur les vulnérabilités, mais également ce pouvoir a réduit l'État à trois fonctions essentielles. Dans ce pays, il y a ceux qui arrêtent, c'est-à-dire tous les services de sécurité, tu as la justice et tu as l'administration. Et les Algériens, malheureusement, devant la crise politique, la crise économique, la crise sociale, et une grande partie des Algériens attend qu'on leur donne quelque chose et qu'on leur règle leurs problèmes. Vous imaginez, après avoir, et d'ailleurs ce fut la promesse, mais les Algériens n'ont pas cru à cette promesse. Souvenons-nous qu'en décembre de l'année 2019, il a été promis au peuple algérien la mise en place du chef de l'État, l'élection présidentielle, entre guillemets. Vous savez bien dans quelles conditions il a eu lieu. Après, c'est la Constitution, c'est l'élection de l'Assemblée nationale, c'est la mise en place des APC. Mais vous voyez très bien, mis à part les discours politiques du chef d'état-major, dans ce pays, il n'y a ni parlement, ni gouvernement, ni Sénat, ni APC, ni APIOui. La réalité, elle est là. Et le peuple algérien voit très bien... Il y a la revue Le Djeish aussi. Voit très bien lorsque vous voyez Madahir al-Askara, c'est-à-dire la présence sur la scène, sur toutes les scènes, parfois même d'une manière excessive, montre bien que le pouvoir ne compte pas sur le peuple. Nous devons comprendre que le pouvoir ne compte pas sur le peuple. Le pouvoir ne s'adresse pas au peuple. Le pouvoir sait très bien que ce peuple n'est pas digne de confiance pour lui. S'il lui donne la moindre occasion, il sait très bien que le peuple va sortir et il va contester, il va demander le changement. C'est pourquoi je pense que le pouvoir veut donner de l'image, veut amplifier le peu qu'il a, il veut l'amplifier pour lui donner une dimension. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le chef de l'État, qui commence à préparer les conditions psychologiques, sociales, politiques pour la mise en route de son deuxième mandat, que j'appelle moi le 6e mandat. Et c'est bien clair qu'il ne cherche pas à convaincre les Algériens, il cherche à trouver les pactes d'entente à l'intérieur du pouvoir, il cherche à montrer sa disponibilité à ceux qui l'avaient ramené en 2019 pour leur assurer la pérennité, l'impunité, l'exercice plein de leur autorité. Je ne parle pas du pouvoir, de leur autorité. Et c'est à ces gens-là qu'il s'adresse. Il lui arrive, c'est vrai, il lui arrive. Mais Karim Tabou, où sont passés les partis politiques, les hommes politiques, l'élite, les écrivains, dans tout ça? Pourquoi ce peuple, justement, n'a pas ce genre de porte-voix? Ils sont où?
Non, vous savez, Hussein, je voulais d'ailleurs vous corriger juste au début. Vous avez fait une présentation. Lorsque vous avez évoqué le nom de Rahabi, vous l'avez collé au Hirak. Rahabi n'a pas fait le Hirak. Rahabi était lors de la rencontre des partis politiques à Mazafran 1, à Mazafran 2, mais je pense que le peuple a dépassé cela. Mais nous ne pouvons plus concevoir la politique, le changement sans être en concordance avec ce qu'a demandé le peuple. Le peuple a rejeté le système, mais dans ce système, les partis politiques inclus, parce que le peuple algérien s'est bien rendu compte qu'une grande partie des partis politiques, mis à part ceux qui se sont très clairement mis du côté du peuple, une grande partie de ces partis politiques sont à la solde du pouvoir. Aujourd'hui, un parti politique qui ne revendique pas les libertés, qui ne trouve pas, j'allais dire, la nécessité de demander la libération des détenus, de demander la libération du champ d'expression politique, etc., alors, je vois qu'il y a des gens qui sont reçus à la présidence de la République. Des fois, il suffit, si vous cachez l'image, vous allez avoir l'impression que ces partis sont les mêmes, font les mêmes déclarations que le FLN, font les mêmes attitudes que le FLN, et c'est pratiquement les nouveaux clients du pouvoir. Et il ne faut pas trop s'attarder sur ça. Les partis qui acceptent de donner de la légitimité à un pouvoir qui a été disqualifié par le peuple algérien, ils ont choisi leur camp. Je pense que ces partis politiques ont bien compris que leur avenir ne se joue pas du côté du peuple, il se joue dans la pérennité du système parce que leur survie en dépend. Leur survie en dépend, il faut le dire très clairement. Il y a des partis politiques qui ont choisi d'aller au palais, mais ces partis politiques ne représentent plus rien. Ils n'ont plus d'existence sur le terrain, mis à part quelques dizaines d'opportunistes que comptent ces partis, qui sont embusqués, qui sont là à attendre, à s'accaparer d'une mairie, à s'accaparer d'un lieu de rente quelconque. Il n'y a plus de militants dans ces partis. Ces partis sont des coquilles vides. Ils ne représentent rien. Le peuple algérien a tranché la question. Et d'ailleurs, lorsque je vois aujourd'hui des partis politiques reçus en grande pompe à la présidence parler au nom du peuple algérien, alors que dans les élections, ils n'ont pas pu convaincre plus de 5% de la population, arrêtez, soyez au minimum en cohérence avec votre propre discours. Lorsque vous voyez le FFS fondé sur le principe immuable qui n'accepte pas de concession, respect absolu de la souveraineté populaire, on se retrouve avec ce parti qui va à la présidence et qui se dresse contre la souveraineté populaire sous des prétextes farfelus. Tu as l'impression que les déclarations du FFS sont les mêmes déclarations que la présidence. C'est le même rédacteur. Celui qui rédige l'éditorial de l'Jij, les déclarations de la présidence, les déclarations du FFS, les déclarations de Mokhri, de Djilali Sofiane, c'est le même rédacteur. C'est la police politique. Restez avec nous, Karim Tabou. Juste par rapport à Rahabi Karim Tabou, je disais qu'il se dit du Hirak et il a été quand même reçu sur plusieurs plateaux comme étant justement un homme d'opposition qui plaidait les causes du Hirak, et ses publications sur sa page Facebook sont encore là, donc qui plaidait pour la transition, etc., etc. Et il y a même des acteurs d'ailleurs dans le Hirak qui nous présentaient Rahabi comme alternative, hein, il y a quelques mois en arrière. Issa Rahmoun est avec nous encore une fois. Issa Rahmoun, vous l'avocat, juridiquement, à quoi pourrait ressembler ce projet de loi de réunification dont on parle sans arrêt ces derniers jours? Son acte politique et juridique à la fois sur la vie des Algériens. C'est la question, c'est la véritable question qu'il faut poser. Dès lors qu'on sait tous qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir en Algérie, que tous les pouvoirs, soit judiciaires, législatifs ou exécutifs, sont sous la coupe, sous la main d'un seul régime, d'un seul mandat. C'est le mandat depuis la libération territoriale du pays jusqu'à nos jours. Karim Tabou avait évoqué le 6e mandat. Je dirais que c'est un seul mandat depuis l'indépendance.
Alors, réellement, un processus, vous savez, aussi un processus de réconciliation nationale, un processus de pacte, de construction de pacte social, de pacte politique, nécessite débat. Il y a ce qu'on appelle les préalables dans les négociations, dans la transmission de pouvoir, dans le transfert du pouvoir d'une question d'ordre politique et juridique qui est traversée par une décision législative qui nous renvoie à la décision populaire. Aïssa Rahmoun, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est possible de changer de place peut-être. Allô? Allô? Oui, là c'est mieux. Oui. Très bien. Donc, je vous disais que ce processus de transfert de pouvoir nécessite des préalables. La conjoncture dont l'Algérie actuellement, et dans laquelle nous vivons en tant que peuple algérien, en tant que société civile, classe politique entre guillemets, et peuple aussi, elle est faite de... On a perdu encore une fois Aïssa Rahmoun, Ma'lish, une prochaine fois Aïssa Rahmoun. Hassan Hiraj, vous avez écouté Karim Tabou, il était un peu sanguin lui aussi par rapport au parti politique, par rapport à l'élite. Hassan Hiraj, on a des écrivains en Algérie, beaucoup même. Pourquoi ce silence? Les artistes, des universitaires, pourquoi ne viennent pas justement aujourd'hui au secours de ce peuple? Vous savez, il y a des universitaires, il y a des intellectuels, il y a des écrivains, oui, etc. C'est vrai. Après, il y a ceux qui sont des intellectuels organiques, et donc qui font partie du système de façon directe ou indirecte, qui sont liés par des intérêts, par des avantages, par des privilèges, etc. Et qui sont aussi dans la flagornerie par rapport au pouvoir en place, notamment par rapport aux officiers décideurs. Puis vous avez quelques intellectuels, écrivains, journalistes, etc., qui s'aventurent à prendre des positions, qui prennent des risques énormes et qui se retrouvent justement très souvent devant des juges ou devant des commissariats, ou devant la sécurité militaire, ainsi de suite. Et puis vous avez la frange un peu silencieuse qui se méfie, qui a peur et qui effectivement ne veulent pas subir le même sort que des Hamoud Boumdine, que des Ali Rdiri, etc. Donc je vois par exemple toute la polémique qu'il y a autour des interventions de Yasmina Khadra ou Al-Jetizi Ouzou, où on lui demande de se positionner sur le système, et sur les prisonniers politiques, etc. Moi, je pense qu'il fait déjà un travail de façon indirecte. Le fait de venir parler de la littérature francophone, de parler de liberté d'expression, de parler justement de l'ouverture au monde, etc., c'est sa façon à lui, justement, de désigner du doigt ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais on ne peut pas lui demander d'être un militant d'une ONG ou de la Ligue algérienne des droits de l'homme, etc. Il ne peut pas avoir le même discours. Déjà, je trouve que c'est un miracle qu'il y ait des gens comme Yasmina Khadra, parce qu'il ne faut pas oublier que, il sort d'une institution où la parole n'est pas autorisée, y compris à la retraite. Nous avons vu le sort de Ali Rdiri et de bien d'autres, de Ben Hadid et de plein d'autres. Donc, d'abord, il sort de l'institution militaire. Ensuite, c'est quelqu'un qui, dans ses livres, exprime un certain nombre d'idées. Il défend un système de liberté, il défend une certaine littérature. Et puis, défendre la francophonie, alors qu'on sait que l'arabisation, puis la dictature de l'arabisation dans notre pays fait que parler de la francophonie, c'est déjà se mettre sur le banc des accusés, quoi. Donc moi je pense qu'il fait un travail qui est différent évidemment de celui de Aïssa Rahmoun, de M. Salhi, de Ali Djoudi, mais il fait un travail avec talent. Je pense qu'on doit être des lobbyistes pour attirer ces gens-là vers nous, vers le peuple,
plutôt que de les jeter dans les bras du pouvoir politique en place. Voilà ce que je pense. Donc, malheureusement, nous sommes dans une situation où on est à peu près dans le même régime que celui de Moscou, de la Russie, de l'Égypte, du Soudan, de la Biélorussie, du Mali, du Burkina Faso, etc., où les officiers interviennent directement sur la vie politique et pour le moment ne sont pas rassurés. Je pense qu'il y a une dose de psychologie. Mais Hassan, je termine oui. juste cette phrase. Oui, je pense que au-delà de la position politique, il y a une dose de psychologie qui fait que les officiers de l'armée et des services de renseignement ne sont pas rassurés par l'instauration d'un système démocratique. On voit par exemple comment ils ont fait un pas en Égypte, comment ils ont fait un pas au Soudan et ils sont revenus dessus. Comment aussi en Algérie, ils ont fait un pas en 89-90 et hop, en 92, ils sont revenus dessus. C'est comment convaincre ces officiers décideurs que la démocratie, ce n'est pas une menace pour eux, c'est au contraire une voie d'émancipation et pour eux, et pour leurs enfants, et pour leurs petits-enfants, et pour leur pays. Voilà, je suis désolé de vous avoir coupé, mais je pense que c'est important de redire ces choses-là. Très bien, merci Hassan Hirosh. Juste par rapport justement aux officiers, vous parlez justement des officiers, vous m'amenez justement à poser la question suivante et aller dans le deuxième sujet, celui justement de ces fuitages organisés justement au sein de l'armée ou même au sein des services de sécurité justement. Nous avons assisté cette semaine au changement au sein des directions du renseignement, ces changements justement qui ont confirmé un peu la véracité des informations rapportées ou qui circulaient sur les réseaux sociaux à travers donc ce qu'on appelle des live men, des gens qui sont établis en Angleterre ou à Paris ou à Madrid et qui donnent des informations d'ordre vraiment très secret, top secret même, de ce qui se passe au sein du régime algérien. Comment expliquez-vous justement, Hassan Hirosh, ce phénomène? Explication parce que je n'ai pas de données du tout, je n'ai pas d'informations, donc je peux juste émettre des hypothèses. Donc on peut déjà émettre l'hypothèse que dans un système opaque, totalement opaque comme le nôtre, ou comme celui de Moscou, ou comme celui du Caire, etc., à partir du moment où il n'y a pas de transparence, qu'il n'y a pas de possibilité d'exprimer un certain nombre de choses de la vie publique qui intéressent les Algériens, eh ben, ça finit par suinter d'un peu partout, de passer au travers du filet. Donc de soulever un petit peu la chape de plomb. La deuxième hypothèse, c'est que, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des officiers à l'intérieur justement de cette institution-là qui se disent, bon, trop c'est trop. Et donc il va falloir quand même faire passer un certain nombre d'informations pour déstabiliser ceux qui ne veulent pas du tout ouvrir. Sauf que Hassan Hirosh, on passe justement ce genre d'informations aux gens ou aux personnes qui sont classées terroristes par ce système, justement. Après, il passe peut-être aussi l'information à ceux qui, malheureusement, sont le plus écoutés, parce que ceux qui sont écoutés, ce ne sont pas les journalistes algériens. Ceux qui sont écoutés, c'est justement ces youtubeurs et tout ça qui arrivent à recevoir d'une façon ou d'une autre des informations secrètes, etc. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit adressé à eux, parce que adresser ces informations, peut-être que c'est fait d'ailleurs, adresser ces informations à des lanceurs d'alerte algériens ou à des journalistes algériens sur place, peut-être que ces gens-là n'osent pas justement répercuter l'information parce qu'ils savent très bien qu'ils risquent gros et qu'ils peuvent être présentés devant le juge dans les heures qui suivent. Et donc, ils les présentent à ceux qui sont plus ou moins à l'abri et qui ont des milliers de suiveurs, donc de gens qui les écoutent. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus à partir du moment où il n'y a pas de transparence. Ça peut être aussi des signes avant-coureurs qui peuvent dire voilà, qu'il y a derrière des hommes qui veulent que ça change et
il lance justement un certain nombre d'informations pour dire que que le système finalement, il a beau être d'une main de fer, il y a quand même à l'intérieur des gens qui ne voudraient pas se laisser faire. Peut-être que c'est des messages entre eux, je n'en sais rien. Non, malheureusement. Par contre, il faut poser cette question à ceux qui répercutent l'information et leur dire comment ils arrivent à avoir cette information. Est-ce que c'est toujours par les mêmes canaux? Est-ce que éventuellement c'est juste au niveau des pour accompagner de la rumeur, pour accompagner des espoirs, ou au contraire, pour montrer que le système reste toujours verrouillé, lors même qu'il y a des fuites d'informations. Donc il faut aussi poser les questions à ces gens-là. Très bien. Merci Hassan Hirouche. Restez avec nous. Karim Tabou, sur cette question, donc, l'arrivée de Abdelghani Rachdi à la DGSE ou de Kahal à la DGSE a été annoncée par Mohamed Larbizito depuis des semaines. Et on assiste presque chaque soir à des informations qui fuitent comme ça sur YouTube. Karim Tabou. Allô? Oui, je vous entends bien. Ah, très bien. Karim Tabou, alors je disais Karim Tabou par rapport à cette question des fuites organisées ou ces fuitages organisés, nous avons assisté cette semaine par exemple à l'information qui a été donnée par Mohamed Larbizito depuis des semaines par rapport à la nomination de Rani Rachdi ou de Kahal au sein des directions du renseignement. Enfin, d'abord, permettez-moi de rebondir sur la première question, sur les intellectuels. À mon avis, dans nos débats, une manière d'ailleurs d'aider la révolution et d'aider le peuple algérien, d'aider à l'émergence de toutes ces forces du changement, je pense qu'il est important de mettre la lumière sur ceux qui sont présents et pas sur ceux qui sont absents. Il y a des intellectuels. Il y a M. Hirouche qui assume des positions claires. Il y a Houari Abdi qui assume des positions claires. Il y a des Algériens de la diaspora qui sont en train d'assumer des positions claires, des intellectuels, des militants, des activistes. Ce sont ces gens-là qu'il faut porter au devant et sur lesquels il va falloir mettre beaucoup de lumière pour qu'ils donnent de l'assurance. Je vous assure que quand le Hirak entend tous ces animateurs de la diaspora notamment, ça donne du tonus, ça donne du courage et ça donne du soutien. C'est très important. Quant aux intellectuels qui ont choisi pour les raisons qui leur sont propres, qui ont choisi d'adopter une autre position, notre espoir est que le changement soit porté, soutenu, appuyé par tous ceux qui peuvent apporter un plus pour le peuple algérien qui en a tellement besoin. Sur la question des nominations, à mon avis, au-delà du fait qu'il y a des fuites qui sont organisées par-ci, par-là, il y a quand même une mécanique habituelle. La mécanique habituelle est que le chef de l'État, quand il arrive, et quand il est en fin de mandat, généralement, il procède à la nomination de ses proches ou des proches du centre de décision dans les centres les plus névralgiques et dans les positions, dans les postes les plus importants. Vous essayez de regarder par rétroviseur, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois un chef de l'État est désigné, il procède à la nomination du directeur de la télévision nationale, du directeur central des impôts, du directeur général de la douane, du DGSN et de Sonatrach. Et voilà, c'est l'habituel changement.
Et puis, il nomme à la tête de la sécurité intérieure, qui a d'ailleurs changé de nom plusieurs fois, mais qui, en fait, qui s'occupe un peu de l'aile, qui s'occupe de la vie du pays et de la vie institutionnelle, de la vie politique. C'est là-bas qu'on élabore les démarches, les stratégies concernant la gestion politique du pays. Tout le monde le sait. Reste maintenant sur la question des noms, c'est-à-dire qu'avoir la prime, avoir à l'avance l'info que telle ou telle personne soit nommée. Bon, chacun il a sa manière de chercher ses sources et chacun il fait un usage qu'il veut de l'information. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de connaître qui va être le prochain chef de la sécurité intérieure. Ça ne m'intéresse pas. Ni je l'inclus dans mes analyses, ni dès lors que je porte le principe que nous devons continuer de militer pour restituer au peuple algérien son droit de décider lui-même de ses propres affaires et que par conséquent, sortir de tous ces lieux occultes, obscurs, où se décident des choses au-dessus de la tête des Algériens, pour moi, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, les flous, les confusions, les manœuvres, elles sont tellement importantes qu'ils sont devenus presque le rythme du pays. Hein. Aujourd'hui, lorsque vous voyez pendant 3 ans ou 4 années de chef de l'État actuel, combien de fois il a été procédé au changement à la tête de la sécurité intérieure, vous voyez très bien quand même Wassine Bouazza, il était là, par la suite il n'est plus là, il est en prison, et puis on a ramené Rachdi parce qu'il était attaché militaire aux Émirats, après on l'a ramené, on l'a remplacé. Je suis incapable de te donner les raisons de tout ça. Mais en tout cas, mais c'est pas Karim Tabou, on se pose ce genre de questions parce qu'avant, justement, comme vous le disiez si bien d'ailleurs, même Bouteflika avait ça, mais on connaissait très bien Salimat Msani Al-Watan, FS à Liberté, Mourad Mim Al-Khabar, ces gens qui étaient, voilà, c'était journalistes connus, tout le monde les connaissait et donnaient ce genre d'informations. Mais pas comme ça sur YouTube, d'une manière aussi clandestine. Non, je pense maintenant le choix fait par certains est d'aller pas vers le journaliste qui écrit un papier qui risque de ne pas être lu par tout le monde, mais on s'adresse à des gens qui ont une surface de diffusion plus élargie, plus importante, et puis avec les moyens de communication actuels, fuiter l'information pour un youtubeur qui a une surface de diffusion est plus importante et qui est classé que de la terroriste faire aussi par un journaliste. Pardon? Et qui est classé terroriste par le Haut Conseil de sécurité. Eh ben, par une autre manœuvre qui ressemble à ces manœuvres, c'est les manœuvres et les contre-manœuvres. Mais en tout cas, le débat politique doit porter essentiellement sur toutes ces idées qui vont dans le sens du changement vers la démocratie, exiger sans cesse la libération des détenus, le retour à la liberté d'exercer pleinement le débat, l'expression, l'organisation. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. Parce que sinon, on va devenir des spectateurs, on risque de devenir des sujets de manœuvres qui se passent ailleurs, qui sont menées par des gens qui se soucient nullement ni de l'intérêt du citoyen, ni de l'intérêt de l'Algérie. Leur intérêt prime, leur maintien est essentiel pour eux. Merci Karim Tabou. Restez avec nous. Hassan Hirsch, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hassan Hirsch, justement, pour ne pas rester spectateur, comme disait Karim Tabou? Le message pour ce peuple aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans l'attente, malheureusement. Plusieurs choses à faire.
déjà continuer à faire ce genre d'émissions, les multiplier si possible, inviter des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, hein, comme vous venez de le faire avec Aïssa Rahmoun et Karim Tabou. Ça, c'est très important. Karim Tabou disait tout à l'heure qu'il fallait donner la parole, mettre de la lumière sur les intellectuels qui, justement, appellent au changement, proposent des changements, proposent des idées, proposent des façons de faire, etc. Donc ça, c'est... Et puis, encourager les femmes et les hommes du Hirak, leur dire que le Hirak, c'est pas foutu. Il est seulement... il est en pause et non pas en ménopause. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il va retrouver son énergie, sa jeunesse, parce que les Algériens aspirent à vivre autrement, aspirent à des libertés individuelles, des libertés collectives, etc. Les Algériens veulent sortir du système paranoïaque. D'ailleurs, la question précédente, c'était un peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces changements que disait Karim Tabou depuis la prise de pouvoir par Bouharouba? C'est-à-dire, c'est la sécurité militaire, c'est la DGSE, la DGSI, avec des appellations différentes, la sécurité militaire, le DRS, ainsi de suite. C'est-à-dire une politique de délire, une politique un peu de méfiance, mais alors maladive, de jalousie des uns des autres, de qui sera le mal dominant, etc. Tout ça, c'est des ressorts psychologiques qui font que toute remarque est considérée comme une attaque et qu'on devient psychorigide parce qu'on n'a pas envie de laisser une parcelle de pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à soi, ainsi de suite. Donc cette lutte à la fois politique, psychologique, etc. Comment s'en sortir? Il faut s'en sortir en continuant les débats, en continuant la discussion, en mettant le doigt là où ça fait mal, même si on prend un petit peu de risque, même si effectivement, on a vu, hein, des gens comme Hamoud Boumdine qui n'a fait que proposer un système d'organisation institutionnelle à l'Algérie. Et c'est pour comment préserver l'unité nationale tout en donnant du pouvoir au niveau local, wilayal, régional, et comment faire en sorte que la démocratie de proximité puisse alimenter la démocratie nationale en respectant le pluralisme politique, linguistique, culturel, historique, etc. C'est-à-dire tout simplement répondre aux exigences d'un grand pays. Un même pays, mais plusieurs systèmes. Parce que tout simplement, tous les pays qui ont travaillé dans l'unicité, qui sont dans l'unicité, éclatent à un moment ou à un autre. On l'a vu avec l'URSS, on l'a vu avec la Yougoslavie, on l'a vu avec l'ensemble des pays de l'Est, on l'a vu avec le Venezuela, on l'a vu avec l'Irak, la Syrie, etc. Tous ces pays, parce qu'ils étaient dans l'unicisme, ils étaient dans la parano, ils ne faisaient pas confiance à leur peuple, ils ne faisaient pas confiance à leurs élites, ils ne font pas confiance à leurs acteurs, ça aboutit malheureusement à une faiblesse, une faiblesse récurrente, une faiblesse permanente, et ils deviennent fragiles, comme on le voit par exemple avec Moscou. Comment la deuxième puissance mondiale est en train, franchement, de se battre avec un pays plus que frère, un pays totalement le même, je veux dire, avec une histoire commune, etc. Surtout et qui ne trouve pas de moyens d'attraction que celui de l'artillerie, que celui des bombardements, que celui des missiles, au lieu d'être justement un pays attractif. Ils préfèrent devenir un pays repoussoir. C'est la même problématique dans notre pays, dans l'Algérie. Et les décideurs sont en train de faire un pouvoir repoussoir au lieu de faire un pouvoir attractif auquel nous voudrions tous participer pour que l'Algérie devienne une grande puissance. Merci Hassan Hirsch, à une prochaine fois. Karim Tabou, comment s'en sortir? Dernière question, il nous reste encore 2 minutes, je pense. D'abord, rester serein, garder l'espoir, et puis ne pas tomber
ne pas tomber devant les pièges du pouvoir qui fait tout pour enraciner dans la tête des gens l'idée qu'il ne reste pas grand-chose à faire. Vous savez, la dictature est à l'état chronique le jour où elle réussit à enraciner dans la tête de tout un chacun l'idée qu'on ne peut rien faire. Le jour où les Algériens seront convaincus, seront marqués définitivement et qu'ils considèrent qu'il ne reste plus rien à faire, ce jour-là, la dictature est chronique. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Les Algériens continuent de se battre, de résister, et que, comme l'a si bien dit M. Hirak, le Hirak n'étant pas les marches du vendredi, mais c'est cette volonté collective de mener ce combat. Nous le savons, c'est un combat qui demande beaucoup d'énergie, de longue haleine, pour aller vers la mise en place d'un vrai État, un État de droit, un État qui consacre l'entièreté des libertés individuelles et collectives. Merci Karim Tabou, merci Hassan Hirsch, merci Issa Rahmoun, merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. À demain, Inch'Allah.